Bonsoir. Je suis content que tu sois là. La nuit est tombée, et avec elle ce moment suspendu où le monde s'adoucit, s'efface un peu derrière le voile du silence. Tu peux relâcher la mâchoire, poser les épaules, et simplement écouter. Ici, il n'y a rien à faire, rien à prouver. Il suffit de rester là, présent, à l'abri. Je t'invite à te glisser dans un cocon. Ferme les yeux si tu veux, ou garde-les entr'ouverts sur la lueur d'une veilleuse. Respire doucement. Ce soir, je vais te raconter une histoire. Mais avant cela, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire. Quelle heure est-il chez toi et d'où m'écoutes-tu? Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'abandonner à un sommeil paisible. Et si tu aimes ces veillées lentes et narratives, abonne-toi à la chaîne Laisse un j'aime. C'est une manière douce de dire merci, de dire continue. Ce que je vais te raconter ce soir, c'est l'histoire d'une femme qui voulait simplement une vie tranquille. Elle s'appelait Millie. Elle cherchait un emploi, une chambre, un peu de paix, rien d'exceptionnel. Sauf que parfois, ce sont les histoires les plus simples qui cachent les abîmes les plus profonds. Et ce que Millie a trouvé au fond du couloir d'une grande maison paisible n'était pas vraiment ce qu'elle croyait. Tu sais, certains endroits sentent le mystère, comme si les murs se souvenaient, comme si les fenêtres observaient. La maison Winchester était de ceux-là. Quand Millie est arrivée pour la première fois, elle n'a pas remarqué la beauté. Elle a vu l'opportunité, une chance, une corde tendue au-dessus du vide. Elle avait faim, littéralement, et elle avait dormi dans sa voiture pendant 2 nuits. Le poste de femme de ménage était inespéré. La porte s'est ouverte sur Nina. Nina Winchester, élégante, pâle, presque irréelle. Elle l'a regardé comme on jauge un bijou ancien, et elle a souri. Un sourire trop grand, trop lisse. « Vous êtes en retard », a-t-elle dit doucement. Mais Millie a baissé les yeux, s'excusant sans discuter. Elle avait appris à ne pas faire de vagues. Dans l'entrée, un parfum flottait, lavande, cire d'abeille, et quelque chose d'autre plus âcre. Elle n'a pas su dire quoi. Une odeur de silence figé. Nina l'a conduite à travers les pièces comme on guide une enfant dans un musée. Voici la cuisine. Voici le salon. Voici l'étage. Mais ce que Millie a remarqué, ce n'était pas tant les meubles, les tableaux, la lumière. C'était la manière dont Nina prononçait chaque mot, comme si chaque pièce était un piège, comme si chaque détail avait une règle. Et puis, il y avait Enzo, le mari. Enzo Winchester, large d'épaule, costume impeccable, regard direct. Quand il a salué Millie, ce fut bref, poli, mais distant, comme s'il pesait déjà ce qu'elle allait lui coûter, ou lui révéler. Cette maison ne criait pas, elle murmurait, des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, des choses qui s'insinuent dans les rêves. Millie a commencé à nettoyer, à balayer, à plier les draps, à récurer des surfaces qui n'étaient jamais sales, à entendre des bruits étranges derrière les murs, à éviter certaines portes, à ignorer les regards dans le miroir. Mais surtout, elle a appris à écouter les silences de Nina, à écouter les silences d'Enzo, à écouter ce que la maison ne disait pas. Le 3e jour, Nina est tombée dans les escaliers. Un cri sec, un fracas, puis le silence. Millie a accouru tremblante pour la retrouver allongée au bas des marches, pâle et immobile. Elle respirait, mais à peine. « C'est ma faute », a murmuré Nina quand elle a ouvert les yeux. Elle tenait le poignet de Millie comme on retient une ancre. « Il m'a poussé,
Mais quand Enzo est arrivé, tout a changé. Nina s'est tue. Elle a baissé les yeux. Et plus tard, elle a dit que c'était un accident. Millie a su ce jour-là que quelque chose était brisé ici. Ou peut-être que tout l'avait toujours été. Elle a commencé à observer davantage les gestes, les mots, les absences. Elle s'est demandé ce qu'elle faisait là, ce qu'elle devait faire, et si elle aussi finirait un jour au pied de l'escalier. Le lendemain, il y avait du sang sur le carrelage de la salle de bain. Juste quelques gouttes à peine visibles. Mais Millie les a vues. Elle a nettoyé doucement avec un chiffon humide sans poser de questions. Nina n'avait pas quitté sa chambre de la journée. Enzo lui était parti tôt comme si rien ne s'était passé. Dans la cuisine, le silence devenait épais, presque vivant. On aurait dit qu'il respirait entre les murs avec lenteur. Millie commençait à se réveiller en sursaut la nuit. Elle rêvait de la maison, de portes qui grinçaient de visages sans traits, d'escaliers sans fin. Mais chaque matin, elle s'habillait, nouait ses cheveux et recommençait à frotter. Elle pensait à son passé, à sa voiture toujours garée un peu plus loin comme une promesse de fuite, à sa mère qui ne lui parlait plus, à ce dossier qu'elle avait caché sous son lit dans la petite chambre d'amis où elle dormait désormais. Un dossier brun, avec des papiers, des souvenirs et un mensonge. Car Millie n'était pas tout à fait celle qu'elle disait être. Elle avait menti pour obtenir le poste. Un petit mensonge, mais un mensonge tout de même. Sur son casier judiciaire, sur cette histoire ancienne qu'elle croyait enterrée. Mais la maison, elle semblait savoir. Chaque jour, elle la regardait un peu plus. Elle lui ouvrait des passages qu'elle n'avait pas vus. Des trappes dans le couloir, une porte derrière la buanderie, un escalier étroit qui menait à un grenier poussiéreux rempli de vieilles boîtes. Elle y est montée un soir, poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas. Les marches grinçaient, protestaient sous son poids. En haut, l'air était figé, presque mort. Et au fond, contre le mur, une valise. Elle l'a ouverte. Des vêtements d'enfant, un ours en peluche et une photo. Un petit garçon blond aux yeux clairs. Il souriait. Derrière lui, une balançoire. Et à côté, Nina. Mais Nina semblait différente, plus jeune, plus heureuse. Millie a reposé la photo, le cœur serré. Elle est redescendue lentement, et dans le couloir, elle a croisé Enzo. Il l'a regardé, longtemps, trop longtemps. « Vous n'avez rien à faire là-haut » a-t-il dit d'une voix basse, et il est reparti sans attendre de réponse. Le soir même, Nina a frappé à sa porte. Faiblement. « Vous pouvez m'aider à dormir » a-t-elle chuchoté. Elle avait les yeux cernés, la peau plus pâle encore. Elle lui tendait une petite boîte de médicaments. Millie a hésité, mais elle a pris la boîte, a rempli un verre d'eau et s'est assise sur le bord du lit. Elle a veillé Nina jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et dans ce silence de coton, elle a entendu un mot. Un nom, Andy, murmuré comme un souffle. Le lendemain, elle a cherché ce nom. Elle a fouillé discrètement les livres, les tiroirs, même l'ordinateur de la bibliothèque en bas. Et dans un vieux dossier, elle a trouvé un article de journal. Disparition d'un enfant dans le quartier résidentiel de Hollow Ridge. Andrew Winchester, 6 ans, introuvable depuis 3 semaines. Les recherches se poursuivent. La photo était la même, le petit garçon de la valise. Millie a senti le sol glisser sous ses pieds. Elle a refermé le dossier et elle a compris. Quelque chose s'était passé ici. Quelque chose d'irréparable. Et Nina
Nina n'était pas seulement fragile, elle était brisée. Mais alors pourquoi restait-elle? Pourquoi continuait-elle à vivre ici avec Enzo? Pourquoi faisait-elle semblant? Millie aurait pu partir, prendre ses affaires, monter dans sa voiture, fuir cette maison aux souvenirs lourds. Mais elle ne l'a pas fait, peut-être parce qu'elle sentait que tout cela lui ressemblait. Ce mensonge, cette douleur, cette solitude, elle s'est dit qu'elle devait savoir, qu'elle devait comprendre. Même si cela voulait dire descendre un peu plus loin dans les ténèbres de la maison Winchester. Les jours suivants, le temps sembla se contracter. Les minutes devenaient longues comme des heures, et les nuits tombaient plus vite. Millie se sentait prisonnière d'une boucle invisible, comme si chaque pas la ramenait au même point. Nina ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait peu. Parfois, elle fixait le plafond pendant des heures. D'autres fois, elle griffonnait des choses sur un carnet qu'elle cachait aussitôt. Enzo, lui, était toujours impeccable, rasé de frais calmes, précis. Il quittait la maison le matin, revenait à la même heure, dînait en silence. Mais son regard devenait plus lourd chaque jour. Il suivait Millie du coin de l'œil comme s'il attendait quelque chose. Millie ne dormait presque plus. Un soir, elle a de nouveau entendu des bruits, des pas discrets, une plainte étouffée. Elle a enfilé un gilet marché pieds nus dans le couloir sombre et s'est arrêtée devant la chambre de Nina. La porte était entr'ouverte. Nina était debout devant le miroir, en chemise de nuit, ses cheveux en désordre. Elle parlait seule. « Je ne l'ai pas fait, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas moi. Je n'ai pas voulu. » Millie a retenu sa respiration. Elle aurait pu entrer. Elle aurait pu lui parler. Mais elle est restée là, immobile, un témoin dans l'ombre. Puis Nina s'est effondrée au sol. Millie a couru à elle, l'a relevée doucement, l'a installée sur le lit. « Il m'en veut, » a gémi Nina. « Il me le fait payer. » Qui ça a demandé Millie? Mais Nina ne répondit pas. Elle s'est roulée en boule comme un enfant et s'est endormie en tremblant. Millie est restée un moment à l'observer. Et quelque chose dans la manière dont Nina serrait les draps lui a rappelé ses propres nuits d'enfance. Quand elle se cachait sous les couvertures pour échapper aux cris. Le lendemain, Enzo a convoqué Millie dans le bureau. « Vous semblez vous impliquer plus que nécessaire », lui dit-il en la fixant. Millie n'a rien dit. « Je vous paye pour nettoyer, pas pour interférer. » Elle a soutenu son regard. Et pour la première fois, elle a senti une colère monter en elle. « Elle a besoin d'aide », a-t-elle dit. Il a esquissé un sourire. Ce qu'elle a besoin, c'est de stabilité, d'ordre et d'un peu moins de curiosité. Elle aurait pu répondre, se défendre, mais elle a compris. Il la surveillait. Il savait qu'elle avait fouillé, qu'elle avait vu la photo, qu'elle avait lu l'article. Alors elle s'est tue, mais elle n'a pas renoncé. Le soir même, elle a repris ses recherches. Cette fois, elle a exploré la cave. La porte grinçait lourde, presque collante. L'air y était moisi glacé. Elle est descendue avec une lampe de poche. La lumière a balayé des murs de pierre, des étagères pleines de bocaux anciens de livres déformés par l'humidité. Et au fond, une porte, petite, verrouillée. Elle a essayé la poignée. Rien. Mais en revenant sur ses pas, elle a remarqué un jeu de clés suspendu au mur. Des clés anciennes rouillées. Elle en a pris une au hasard et retournée à la porte l'a insérée lentement. Un clic. La serrure a cédé. La pièce derrière était minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Et au centre, une chaise. Une chaise en bois attachée au sol.
avec des sangles, usées, une tache sombre au sol, et sur les murs des griffures. Milly a reculé tremblante. Elle a éteint sa lampe, et elle est remontée lentement sans bruit. Ce qu'elle avait vu, ce n'était pas un souvenir, c'était un secret que la maison gardait au chaud. Mais maintenant, elle aussi le portait, et elle ne pourrait plus faire semblant. Milly ne parlait plus à personne, pas même à elle-même. La maison, depuis cette nuit-là, semblait différente, comme si elle savait. Les marches craquaient autrement, les lampes clignotaient plus souvent, et les horloges, elles retardaient ou avançaient, comme si le temps ne voulait plus se dérouler normalement. Nina, elle devenait plus étrange chaque jour. Parfois, elle riait sans raison, d'un rire brisé qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Parfois, elle restait des heures assise dans le jardin, en robe de nuit, les pieds nus dans l'herbe froide. Milly l'observait. Elle aurait voulu partir. Tout son corps le criait. Mais une autre voix plus sourde, plus ancienne, l'empêchait de bouger. Quelque chose qui ressemblait à de la loyauté. Ou peut-être à la peur. Un matin, Nina s'est approchée d'elle avec une lettre. « Vous pouvez la poster pour moi », a-t-elle demandé. Milly a pris l'enveloppe. Elle n'a pas demandé à qui elle était destinée, mais elle a reconnu l'écriture trembler. Elle a glissé la lettre dans sa poche. Et ce soir-là, au lieu de la poster, elle l'a ouverte. Une feuille, un seul paragraphe griffonné à la hâte. « Si tu reçois ceci, c'est que j'ai réussi. Tu avais raison. Je ne suis pas folle. Il me surveille. Il sait pour Andy. Il sait tout. J'ai peur. Je veux que tu viennes, s'il te plaît. » Aucune signature, mais une adresse au dos de l'enveloppe. Dans une autre ville. Une sœur, peut-être. Une amie oubliée. Milly a replié la lettre. Et elle a compris. Il ne s'agissait plus seulement d'un mystère. Il s'agissait de sauver quelqu'un. De sauver peut-être ce qui restait de Nina. Elle a commencé à faire des copies, des photos, du carnet de Nina, du dossier sur Andrew, de la pièce secrète dans la cave. Elle les a dissimulées sous la doublure de sa valise, prête au cas où. Mais Enzo l'a senti. Il devenait plus pressant, plus proche. Un soir, il est apparu derrière elle dans la cuisine sans un bruit. « Vous allez bien, Milly ?» Elle a sursauté. « Oui, très bien. » Il l'a regardé longtemps, puis a tendu la main vers un couteau qu'il a rangé avec soin dans un tiroir. « Vous savez, parfois, il vaut mieux ne pas savoir certaines choses. » Il est reparti. Milly a posé les mains sur le plan de travail pour ne pas trembler. Elle devait accélérer. Cette nuit-là, elle est retournée dans la cave. Mais la porte du placard était ouverte, et la pièce vide. La chaise, les sangles, disparues. À la place, un mot griffonné sur le mur avec du charbon. Trop tard. Milly a reculé, le souffle coupé. Elle est montée voir Nina, mais la chambre était vide. Le lit défait, le carnet disparu. Elle a couru dans toute la maison, appelé, cherché, rien. Puis, un bruit, un cliquetis. La salle de bain, elle a ouvert lentement. Nina était là, dans la baignoire. Ses poignets ouverts, l'eau rougie, mais elle respirait encore, faiblement. Milly a crié, a couru chercher son téléphone, a appelé les secours. Et Enzo qui est arrivé, le visage figé. « Qu'avez-vous fait ?» a-t-elle crié. Mais Milly l'a fixé. « Ce que vous n'avez jamais fait. » L'a sauvé. Il n'a rien répondu. Les ambulanciers sont venus. Nina a été emportée. Milly est restée seule. Dans le couloir, les mains tachées, le cœur glacé. Et dans un recoin de la commode, elle a trouvé une autre lettre. Une que Nina n'avait pas envoyée.
Elle l'a lu, et tout est devenu clair. Il m'a dit que c'était de ma faute. Que si Andy avait disparu, c'était parce que je n'étais pas assez attentive. Il me l'a répété si souvent que j'ai fini par le croire. Mais je me souviens de la nuit, des cris, du froid. Je l'ai vu. Je l'ai vu emmener notre fils dans le jardin. Et puis plus rien. Millie a relu ces lignes plusieurs fois. Chaque mot résonnait comme un glas. Tout ce que Nina avait eu jusque-là, tout ce qu'elle avait refoulé dans ses gestes mesurés, dans ses regards absents, se trouvait là entre ces phrases griffonnées à l'encre pâlie. Elle aurait voulu pleurer, mais aucun son ne sortit. Le lendemain, la maison était vide. Nina à l'hôpital, Enzo absent, Millie a agi. Elle a pris les lettres, les copies, les photos et a quitté la maison pour la première fois depuis des semaines. Elle est montée dans sa voiture, le cœur battant, et a roulé jusqu'à la ville voisine, jusqu'à l'adresse au dos de l'enveloppe. Une femme a ouvert, âgée, les traits tirés. Elle a hésité, puis a murmuré. « Vous venez de la part de Nina ?» Millie a hoché la tête. La femme l'a fait entrer. Le salon était modeste mais chaleureux. Sur la cheminée, une photo de Nina, enfant souriante, debout à côté d'un petit garçon blond. « Je suis sa sœur », a dit la femme. Elle m'a écrit une fois, puis plus rien. Je savais qu'il y avait un problème, mais elle ne voulait jamais en parler. Millie a sorti les lettres, les documents. La femme a lu, lentement, les mains tremblantes. Puis elle s'est levée. « Il faut appeler la police ». Millie a acquiescé, et tout s'est accéléré. Les jours suivants furent flous. Déposition, interrogatoire, visite des enquêteurs à la maison. Analyse des lieux de la cave des restes de sang invisibles révélés sous la lumière bleue. Enzo a été arrêté. Il a nié, bien sûr, parfait dans son costume. Droit digne. Mais les preuves s'accumulaient. Et le passé qu'il avait tenté d'ensevelir sous des couches de silence remontait à la surface. Millie a assisté à tout cela avec une sorte de torpeur, comme si elle flottait au-dessus des événements. Elle n'était plus la femme de ménage. Elle n'était pas une héroïne non plus, juste quelqu'un qui avait vu et qui avait décidé de ne plus détourner les yeux. Un jour, Nina l'a appelée de l'hôpital. Sa voix était différente, moins brisée. « Merci », a-t-elle dit, « tu m'as sauvé ». Millie n'a pas su quoi répondre. Elle avait sauvé quelqu'un, oui, mais elle s'était aussi sauvée elle-même, en regardant la peur en face, en affrontant cette part d'ombre qu'elle portait en elle depuis trop longtemps. Et puis, elle est partie. Un matin, elle a fait sa valise, rangé son dossier brun, refermé la porte de la maison Winchester et n'a pas regardé en arrière. Elle a roulé longtemps, jusqu'à ce que la route cesse de ressembler à autre chose qu'un souvenir. Elle a trouvé un motel au bord d'un lac et elle s'est assise pour respirer, pour la première fois depuis longtemps. Et pendant que l'eau frémissait doucement sous la lumière du matin, elle a sorti un carnet. Et elle a commencé à écrire. Pas une lettre, mais une histoire. L'histoire d'une femme qui avait tout perdu et qui avait trouvé quelque chose. Une vérité, une voix, une paix fragile. Elle ne savait pas encore comment cela finirait, mais elle savait au moins comment cela avait commencé. Elle écrivait chaque matin dans ce petit carnet à la couverture souple avec une lenteur presque sacrée. Les mots coulaient doucement comme des cailloux qu'on pose dans une rivière un par un pour en traverser le courant. Elle n'essayait pas d'expliquer. Elle racontait.
Et peut-être était-ce cela, au fond, qui guérissait. Le gérant du motel était discret. Il lui apportait du café le matin sans poser de questions. Parfois, ils échangeaient quelques mots sur la météo, sur le calme du lac. C'était un homme d'un certain âge, les gestes lents, les yeux fatigués. Il lui rappelait son grand-père un souvenir flou d'un temps avant que tout bascule. Milly ne regardait plus son téléphone. Elle n'écoutait plus les informations. Elle avait coupé les fils, ceux du monde, ceux du passé. Il ne restait qu'elle, ses mots et le silence. Un soir, elle s'est aventurée au bord de l'eau. La lune se reflétait sur la surface noire comme un secret qu'on n'ose pas dire à voix haute. Elle s'est assise dans l'herbe, les genoux contre elle, et elle a pleuré. Pas de douleur, pas de peur. Une tristesse ancienne déliée. Une tristesse douce. Elle a pensé à Andy. Elle ne l'avait jamais connu. Et pourtant, elle le portait en elle. Ce petit garçon aux yeux clairs, cette vie volée, cette innocence effacée. Elle s'est demandé s'il aurait grandi heureux ailleurs, s'il aurait aimé courir près du lac, éclabousser les pierres, collectionner les insectes. Peut-être que certaines histoires ne trouvent jamais de fin. Peut-être que certaines douleurs ne cherchent pas à guérir, mais seulement à être entendues. Le lendemain, elle a repris la voiture. Pas pour fuir cette fois, pour revenir. Elle est allée à l'hôpital. Nina était assise près d'une fenêtre, les yeux tournés vers les nuages. Elle avait l'air différente, plus présente, plus réelle. Comme si quelque chose en elle avait recommencé à respirer. « Tu es revenu », a-t-elle dit. Milly a souri. « Je voulais te voir. » Elles sont restées en silence un moment. Puis Nina a tendu la main. « Je me souviens maintenant de tout. Ce soir-là, ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait. J'ai voulu oublier. J'ai voulu croire que c'était moi, que c'était plus simple. » Sa voix s'est brisée. Milly a serré ses doigts. « Ce n'était pas ta faute, Nina, jamais. » Les larmes sont montées doucement, pas violentes, juste nécessaires. Et quand elles se sont tues, quelque chose avait changé. Un fil s'était noué entre elles, pas de ceux qu'on choisit, mais de ceux que la vie tisse quand on survit ensemble. Milly est repartie ce soir-là, mais elle a promis d'écrire. Et elle l'a fait. Chaque semaine, une lettre. Pas des nouvelles, des pensées, des fragments de lumière. Et Nina répondait. Peu à peu, la maison Winchester devenait un souvenir, lointain, comme un rêve étrange dont on se réveille sans savoir s'il était vrai. Mais parfois, dans les nuits trop calmes, Milly y repensait. À la cave, à la porte verrouillée, au greffure, et à ce nom, Andy. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier. Mais elle avait choisi de vivre avec. Par contre, les semaines sont devenues des mois. Le carnet de Milly s'est épaissi. Les pages se sont noircies de mots, de souvenirs, de phrases entremêlées comme des racines. Elle ne racontait plus seulement ce qu'elle avait vu. Elle écrivait ce qu'elle devenait. Un jour, elle a décidé de quitter le motel. Elle avait trouvé un emploi dans une petite librairie tenue par un couple d'anciens professeurs. L'endroit sentait la poussière, le thé noir et l'encre vieillie. C'était parfait. Elle classait les livres, aidait les clients, réparait les reliures déchirées. Et chaque jour, elle écrivait encore. Les nuits étaient calmes, les cauchemars plus rares. Mais il restait une image parfois qui revenait entre deux respirations, la chaise vide dans la cave. Elle n'entendait pas de voix. Elle ne revivait pas les cris.
Juste cette sensation, quelque chose avait été arraché. Et ce vide, elle l'emportait avec elle. Un vendredi matin, elle a reçu une lettre, l'écriture de Nina, courte, précise. Elles m'ont dit que le procès aurait lieu dans 3 mois. J'ai peur, Millie. Pas pour moi, pour ce que je vais devoir dire. Mais je suis prête. Grâce à toi. Millie a replié le papier. Elle s'est assise derrière le comptoir de la librairie et elle a pleuré. Pas longtemps, juste assez pour laisser passer ce qu'il fallait. 3 mois plus tard, elle était là, dans la salle d'audience, rangée du fond, silencieuse. Nina a témoigné. Sa voix tremblait parfois, mais elle ne baissait pas les yeux. Elle racontait l'histoire, le début, le milieu, et cette nuit-là, quand elle avait entendu Enzo et Andy, quand elle avait vu la peur dans les yeux de son fils, quand tout s'était arrêté, et elle avait cru qu'elle devenait folle. Millie la regardait, et dans chaque mot, elle entendait aussi les siens, les non-dits, les silences partagés. Le verdict est tombé. Coupable. Enzo a baissé les yeux pour la première fois. Nina est sortie de la salle droite, le pas encore fragile mais libre. Elles se sont retrouvées dehors, sous la lumière grise d'un ciel d'hiver. Elles ne se sont pas parlé, elles se sont prises dans les bras, et c'était suffisant. Les mois suivants furent simples. Nina s'est installée dans une autre ville, loin, près de la mer. Elle s'est mise à peindre des choses abstraites, des formes mouvantes, des bleus profonds, des rouges éclatants, des choses qu'elle ne cherchait pas à expliquer. Millie, elle continuait d'écrire. Un éditeur avait lu ses carnets. Il lui avait proposé de les publier. Elle avait hésité, longtemps. Puis, elle avait accepté, pas pour la reconnaissance, mais parce qu'elle croyait qu'il fallait raconter, que d'autres devaient lire, entendre, se reconnaître. Le livre est sorti un printemps. Sobre, une couverture simple, un titre, La chambre du fond, et sur la première page une dédicace pour celles qui ont survécu dans le silence, et pour celles qui parlent enfin. Le livre a circulé lentement comme une rumeur douce. Il ne fit pas de bruit, pas de tumulte. Mais les lettres commencèrent à arriver. Des lectrices, des lecteurs, des messages griffonnés à la main, des emails courts, parfois maladroits. Certains disaient merci. D'autres, je comprends. Quelques-uns, je n'ai jamais osé le dire à personne. Millie lisait chaque mot comme une promesse. Elle répondait toujours. Elle gardait les lettres dans une boîte en bois qu'elle rangeait au pied de son lit. La librairie devint un refuge. Pas seulement pour les livres, pour les histoires qu'on ne racontait nulle part ailleurs. Des femmes entraient et restaient plus que de raison. Des hommes feuilletaient, puis la regardaient avec quelque chose dans les yeux qu'elle reconnaissait la honte d'avoir vu et de n'avoir rien dit. Elle leur parlait doucement. Elle n'avait pas besoin de tout savoir. Elle savait assez. Un soir, elle est restée après la fermeture. La pluie tombait en rideaux contre les vitres. Elle classait des livres quand elle est tombée sur un nom, un auteur oublié, et un titre, Le bruit des clés dans le noir. Elle l'a ouvert au hasard. Une phrase a surgi comme un souffle du passé. Ce que nous ne disons pas devient une pièce secrète dans la maison de notre esprit. Elle a souri. Elle pensait souvent à la maison Winchester, mais avec moins d'angoisse. Elle avait fini par comprendre ce n'était pas un piège. Ce n'était qu'un décor. Un théâtre où s'était jouée une tragédie. Mais le texte pouvait changer. Elle est rentrée chez elle en silence ce soir-là. Et dans son petit appartement, elle a allumé une bougie.
une seule. Elle s'est assise et elle a recommencé à écrire. Une autre histoire, pas la sienne, celle d'une femme différente. Une femme qui n'avait pas encore brisé ses chaînes. Une femme dont la voix tremblait encore, mais qui un jour se lèverait. Elle écrivait à l'encre lente comme on parle à une amie qu'on ne veut pas effrayer. Chaque mot était une main tendue, et parfois elle s'arrêtait, fermait les yeux, et elle voyait Andy, pas comme une apparition, mais comme un souvenir qu'on n'a pas vécu et qu'on porte quand même. Il jouait, il riait, il vivait ailleurs dans une lumière que personne ne pourrait lui voler. Un matin, Millie reçut un colis, à l'intérieur une toile, une peinture abstraite, des couleurs tourbillonnantes, mais au centre, un point fixe, une lumière blanche. Au dos, ce mot, pour toi, pour ce que tu as fait. N. Elle a accroché la toile dans sa chambre. Elle la regardait chaque soir avant de dormir. Un rappel que parfois le monde peut être cruel, mais qu'il suffit d'un geste, d'une voix, d'une main, pour tout recommencer. Il y eut un jour où Millie fut invitée à parler. Une bibliothèque de quartier modeste avait organisé une rencontre autour de son livre. Elle avait refusé plusieurs fois ce genre d'événement, mais cette fois, elle avait dit oui. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle se sentait prête. Ou simplement parce que les silences, parfois, doivent être brisés devant d'autres. La salle était petite. Des chaises pliantes. Des regards timides. Et elle debout derrière une table, son livre posé devant elle comme un bouclier. Elle a parlé lentement, sans notes. Elle a raconté une version douce et purée. Pas les détails, juste le cœur. Elle a parlé d'une maison, d'un enfant disparu, d'une femme qui ne savait plus ce qu'elle savait, et d'une autre femme silencieuse qui avait vu écouter et décidé de rester. Le silence après son récit était total. Non pas gêné, mais dense. Puis une femme au premier rang a levé la main, les yeux pleins d'eau. Merci, un simple mot, mais il contenait tout. Après cela, d'autres ont parlé, pas toujours clairement, mais les mots sortaient, comme des pierres qu'on dépose après avoir marché trop longtemps. Millie est rentrée tard ce soir-là, vidée, mais paisible. Elle a compris que son histoire n'était plus seulement à elle. Elle appartenait à celles et ceux qui l'écoutaient, qui la prenaient comme une lanterne dans leur propre couloir. Le lendemain, elle reçut un appel. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. « Millie, c'est ta mère. » Elle resta un instant sans répondre. « J'ai lu ton livre, » murmura la voix. Je ne savais pas. Enfin, je me doutais. Mais je n'ai jamais demandé. Millie sentit sa gorge se nouer. C'est derrière moi, dit-elle. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. C'était toujours là quelque part, mais différent. Moins lourd, moins coupant. Sa mère a demandé si elle pouvait se voir. Et Millie a accepté. Elles se sont retrouvées dans un café. Les mots sont venus lentement, comme des feuilles qui tombent une à une. Rien n'a été réglé, mais quelque chose a commencé, et c'était suffisant. Le soir même, Millie a marché longtemps, dans la ville silencieuse, sous les lampadaires flous. Elle s'est arrêtée devant une vitrine, un miroir ancien. Elle s'est regardée. Elle ne se reconnaissait pas toujours. Mais ce qu'elle voyait ne lui faisait plus peur. Elle a touché son reflet du bout des doigts, et elle a chuchoté « Je suis encore là ». Il y eut une nuit particulière. Une nuit où la pluie tambourinait contre les vitres comme si elle voulait entrer. Millie était restée éveillée plus tard que d'habitude,
assise à son bureau relisant des passages de son prochain manuscrit. Ses pensées pourtant vagabondaient ailleurs. Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre, regarda le ciel sans lune. Et là, une idée lui vint. Elle rouvrit son carnet. Pas le manuscrit. Celui qu'elle avait commencé dans le motel. Celui qui contenait les premières phrases écrites avec les mains encore tremblantes. Elle le relut en entier, et quelque chose dans le rythme, la voix, l'intention était différent. C'était elle, mais c'était aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un d'ancien. Elle a alors écrit une phrase seule au bas de la dernière page vierge. Ce que nous survivons nous transforme, mais ce que nous racontons nous libère. Puis elle a fermé le carnet et elle a pleuré, doucement, longtemps. Pas parce qu'elle avait mal, mais parce qu'elle se sentait enfin entière. Les jours suivants furent paisibles, comme une respiration après l'effort. Elle s'est mise à jardiner sur son petit balcon. Quelques herbes, 2 rosiers, un plant de tomates qu'elle arrosait chaque matin avec un soin presque maternel. Elle écrivait moins, mais avec plus de précision, comme si chaque mot devait tomber juste et non seulement beau. Elle reçut un jour une carte postale, une photo d'un bord de mer, au dos en lettres fines. « Je commence à respirer. Merci de m'avoir tenu quand j'allais tomber. N. » Elle a affiché la carte près de sa table de travail. Un matin, elle reçut un appel de la police. Ils avaient rouvert l'enquête sur Andy, avec les éléments retrouvés dans la cave. Ils pensaient avoir localisé un ancien terrain qui appartenait aux Winchester. Ils voulaient fouiller. Millie n'a pas posé de questions. Elle a simplement demandé à être tenue informée. Et pendant plusieurs semaines, elle attendit. Puis l'appel arriva. Ils avaient trouvé des restes, des fragments d'os, un jouet en plastique fondu, un petit pull en laine bleue. Millie est restée figée longtemps après avoir raccroché. Elle est sortie, a marché jusqu'au parc. Elle s'est assise sur un banc, les mains croisées. Elle pensa à Andy, à ses yeux, à son sourire, aux éclats de vie qui n'avaient existé que dans une photo. Et elle s'est mise à lui parler, tout bas, comme à un enfant endormi. Elle lui a dit qu'il n'était pas oublié, qu'il n'avait pas disparu en vain, qu'il avait été la lumière dans l'obscurité de 2 femmes, et que grâce à lui, elle s'était relevée. Elle n'a pas senti les larmes couler. Elle n'était plus amère. Elles étaient une offrande, une pie. Les mois passèrent avec lenteur. Millie reçut un exemplaire du rapport final de la police. Le dossier était épais, mais elle ne lut que quelques pages. Assez pour savoir qu'ils allaient clore l'enquête, qu'il y aurait une plaque, un lieu de mémoire, un petit jardin autour pour que les gens puissent venir, se recueillir. Elle n'avait pas besoin d'y aller. Elle portait Andy en elle. Mais un jour, elle y alla quand même. Le soleil était bas, le ciel clair. Une brise légère faisait danser les herbes sauvages. Le jardin était petit, un cercle de pierres blanches. Au centre, une stèle, sobre, en mémoire d'un enfant qui méritait de vivre. Elle resta debout un long moment sans bouger. Puis, elle s'agenouilla, posa une main sur la pierre. Et dans un murmure, elle dit simplement « Merci de m'avoir guidée ». Elle se releva, et en repartant, elle sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Comme si une porte s'était refermée doucement. Sans claquer, elle reprit sa vie, avec lenteur, avec douceur. Un jour, à la librairie, une jeune femme entra. Elle avait l'air perdue. Elle serrait un livre contre elle, mais ne le regardait pas. Ses yeux étaient rouges, ses gestes nerveux. Millie la salua doucement, la laissa venir.
« Vous avez écrit ce livre ?» demanda la jeune femme. Elle montra la chambre du fond. Milly acquiesça. « Je crois que je suis en train de vivre ça. »« Moi aussi. » Milly la fit asseoir. Elle ne posa pas de questions. Elle écouta. La jeune femme parla. Et ce qu'elle ne disait pas, Milly l'entendait quand même. Quand elle partit, elle lui glissa une carte avec son numéro. « Tu n'es pas seule. » Et pendant longtemps après, elle resta là dans le silence de la boutique, à repenser à ses propres premiers mots, à cette nuit où elle avait écrit dans un motel une phrase fragile, une vérité qu'elle n'avait pas encore comprise. Le soir, elle rouvrit ce vieux carnet, relut les premières pages. Elle y vit la peur, la confusion, l'effort. Et pourtant, elle y vit aussi l'aube. Elle prit un stylo. Et sous la dernière phrase déjà écrite, elle ajouta « C'est là que tout commence, quand on décide de ne plus avoir honte de survivre. » Milly vivait désormais avec cette sorte de calme qu'on gagne après avoir traversé l'incendie. Elle ne cherchait plus à remplir les silences. Elle les habitait. Elle ne fuyait plus la mémoire. Elle l'accueillait. Les jours avaient la texture des choses simples. Elle ouvrait la librairie à 9 heures, servait du thé aux clientes fidèles, rangeait les romans oubliés, écrivait entre 2 rayons. Elle avait commencé un second livre, pas une suite, un prolongement, quelque chose de plus tendre, de plus ample, une histoire de reconstruction, de lumière filtrant par les fentes. Mais elle n'était pas pressée. Elle laissait les mots mûrir. Parfois, elle écrivait sans penser à personne. Parfois, elle écrivait en pensant à Nina. Nina qui, depuis quelque temps, n'envoyait plus de lettres. Pas par absence, par présence ailleurs. Elle avait repris sa vie doucement. Elle avait rencontré quelqu'un, un homme doux, silencieux, qui écoutait plus qu'il ne parlait. Un jour, elle avait écrit « Je pensais ne jamais pouvoir aimer de nouveau, mais j'ai appris qu'aimer, c'est parfois juste laisser l'autre être sans peur. » Milly avait souri en lisant cela. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de se voir pour se comprendre, qu'un lien pouvait survivre sans geste, par les silences partagés. Et puis, un matin, alors que Milly ouvrait la boutique, elle trouva une petite boîte posée sur le seuil. À l'intérieur, une clé. Et un mot, « Je crois qu'il est temps que tu reviennes. N. » Elle comprit aussitôt. Ce n'était pas une invitation, c'était un passage. Le lendemain, elle ferma la librairie plus tôt. Elle prit la route. Les paysages défilaient comme des souvenirs lavés de poussière. Elle reconnut chaque virage, chaque arbre. Quand elle arriva devant la maison Winchester, son cœur ralentit. Elle resta un long moment dans la voiture. Puis elle sortit. La maison semblait plus petite, moins menaçante. La peinture s'écaillait. Les vitres étaient ternies, mais elle tenait encore debout. Elle inséra la clé dans la serrure. La porte grinça comme si elle reconnaissait les pas. Milly entra. L'air sentait la poussière et le bois. Tout était silencieux. Elle marcha à travers les pièces. La cuisine, le salon, le couloir. Chaque espace portait une trace, un souvenir. Mais ce n'était plus des fantômes, juste des échos. Elle monta à l'étage. La chambre de Nina était vide, la sienne aussi. Elle descendit au sous-sol, la cave, toujours aussi froide. Mais la porte du petit placard était entr'ouverte. À l'intérieur, plus de chaises, juste un petit tabouret. Et dessus, une photo encadrée, Andy, avec en dessous un mot simple, « Désolé ». Milly ne sut pas qui avait placé cela là, mais elle comprit que le cycle était clos. Elle resta quelques instants dans le silence, puis elle éteignit la lumière et referma la porte.
Milly ne resta pas longtemps dans la maison. Juste le temps de faire le tour, d'ouvrir les fenêtres, de laisser entrer un peu d'air neuf. Elle n'avait pas prévu d'y passer la nuit. Ce n'était pas un pèlerinage. Ce n'était pas une tentative de revenir en arrière. C'était un adieu, un doux adieu. Avant de partir, elle s'est rendue dans le jardin, là où un jour Nina avait été retrouvée pieds nus dans la rosée, là où Andy avait peut-être joué avant que tout ne se brise. Le jardin était en friche, les herbes hautes, les pierres disjointes. Mais au centre, quelque chose avait changé. Un petit banc en bois, neuf, solide, ancré. Elle s'est assise. Sur le dossier, une plaque. Ici commence ce qui n'a pas de fin. Milly ferma les yeux. Elle sentit le vent, l'odeur de terre, de feuilles. Elle n'était plus cette femme à bout de souffle dormant dans une voiture acceptant un poste par nécessité. Elle n'était plus l'ombre dans les couloirs. Elle était vivante, et cela suffisait. Le lendemain, elle reprit la route. La maison s'éloigna dans le rétroviseur, de plus en plus petite, jusqu'à disparaître. Elle revint à la ville, à sa librairie, à ses lettres, à ses plantes et à ses silences. Quelques semaines plus tard, elle reçut un message de Nina, une photo, une échographie. Et en dessous un mot, V. Milly resta figée, puis elle sourit, un sourire qu'elle ne connaissait pas encore. Un sourire venu d'ailleurs, de plus loin que la peur, plus profond que la tristesse. Elle répondit, « Je serai là ». Et cette nuit-là, elle écrivit encore. Non pas une histoire de douleur, mais une histoire de naissance. Pas une fuite, un commencement. Elle écrivait lentement comme on tisse un berceau, et à chaque mot, elle se sentait plus légère, plus vraie, et quand elle posa son stylo, elle regarda la flamme de la bougie danser, et elle sut. Il n'y aurait pas de fin, seulement des passages. Le printemps était revenu. Milly sentait son rythme ralentir comme s'il s'ajustait enfin au cœur de la terre. Elle se levait tôt, elle ouvrait les rideaux, elle écoutait le chant des oiseaux avant même d'avoir pris son café. Chaque matin devenait une offrande. À la librairie, on parlait de plus en plus de son deuxième livre à venir. Les clients demandaient quand il sortirait. Mais elle ne voulait pas se presser. Elle disait que certaines choses prennent le temps qu'elles doivent. Et elle savait de quoi elle parlait. Nina écrivait toujours. Elle envoyait de longues lettres pleines de détails sur sa grossesse. Le bébé allait bien. Elle hésitait entre plusieurs prénoms. Elle disait que parfois, elle rêvait d'Andy et qu'il lui souriait. Elle disait que ce nouveau cœur battant en elle n'effaçait rien, mais qu'il guérissait, en partie. Milly gardait toutes ces lettres dans une boîte de tissu brodé. Chaque mot était une lumière. Un soir, elle reçut un colis inattendu. À l'intérieur, un enregistrement audio, une voix d'enfant. « Bonjour, moi, je m'appelle Zoé, j'ai 8 ans. Et je voulais dire à la dame du livre que ma maman va mieux depuis qu'elle a lu son histoire. » Milly écouta assise au sol, le dos contre la bibliothèque. Elle ferma les yeux. Elle écouta encore. D'autres voix, d'autres enfants, d'autres mères. Des phrases simples, des rires, des silences aussi. Ce n'était pas une récompense. C'était une transmission. Ce soir-là, elle comprit qu'elle n'écrirait peut-être jamais de roman à succès, jamais de thriller captivant ou de saga vendue par milliers. Mais ce qu'elle écrivait, ce qu'elle racontait, avait changé des vies. Et cela suffisait. Elle alluma une bougie. Elle ouvrit son carnet. Et elle écrivit une phrase unique comme un vœu que la lumière trouve toujours son chemin, même à travers les murs les plus épais. Puis elle souffla la bougie.
Et dans l'obscurité paisible, elle se sentit complète. Les saisons continuèrent à s'écouler paisibles une à une. La vie de Milly n'était pas devenue extraordinaire. Elle n'avait pas changé le monde, mais elle avait changé le sien et celui de quelques autres. C'était assez. Elle avait appris à vivre dans l'ombre douce des choses simples, à savourer le calme, à aimer sans attendre à écrire comme on respire, à accepter que la douleur ne s'efface pas, mais qu'elle peut parfois fleurir. Nina donna naissance à une petite fille. Milly fut présente. Elle la tint dans ses bras quelques heures après sa naissance, ce minuscule être chaud et frémissant. Un miracle discret. Elles l'appelèrent Eliane, en hommage à une femme que ni l'une ni l'autre ne connaissaient vraiment, mais qui, dans une histoire ancienne, avait su se relever. Milly retourna chez elle ce soir-là. Elle entra, posa ses clés, alluma la lampe, et elle sut que quelque chose en elle s'était clos. Elle alla jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit. L'air du soir était doux. Elle s'assit sur son canapé en silence, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit là, sans peur, sans souvenir envahissant, juste avec ce sentiment léger d'avoir accompli quelque chose de vrai. Et maintenant, toi qui m'as suivi jusqu'ici, tu peux reposer ta tête, respirer, laisser tout cela couler doucement. Nous avons traversé ensemble une histoire de secrets de douleur de renaissance. Nous avons tendu l'oreille au silence et embrassé les ombres. Et si quelque chose de cette veillée t'a touché, alors je te remercie. Je t'invite à t'abandonner à la nuit, à t'enrouler dans cette tranquillité lente qui vient après les mots. Peut-être que tu es déjà endormi, et si ce n'est pas encore le cas, ferme les yeux. Il n'y a plus rien à comprendre, plus rien à chercher. Juste, bonne nuit, douce, lente, profonde, comme une main sur le front, comme une histoire qui ne finit jamais.